Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Alors, on va continuer lecture, notre lecture des Pirkei Avot, et on va essayer de travailler sur la Mishnah d'après. Alors, quelle est cette Mishnah d'après? Donc, nous sommes dans le premier chapitre, et nous sommes à la Mishnah 4. Donc, on continue toujours d'ailleurs sur la même idée, c'est cette notion de transmission. Donc là, maintenant, on va voir deux personnages dont on va nous parler. Yossi ben Yoézer ish Tsoreda, Yossi ben Yochanan ish Yerushalayim kiblu mehem. Donc Yossi ben Yoézer, un individu qui habitait à Tsoreda, et Yossi ben Yochanan, un homme de Jérusalem, kiblu mehem, ont reçu d'eux. Alors, quel est l'enseignement? Donc hier on avait expliqué, vous vous rappelez, on avait expliqué que quand on dit ils ont reçu d'eux, ça ne veut pas dire qu'on leur a donné cet enseignement. Ils ont reçu leur transmission par ces maîtres, et quelque part, à travers cela, donc les maîtres valident l'enseignement qu'ils vont donner, qu'ils vont faire émerger. D'accord? Vous vous rappelez, ça c'est un petit peu l'idée centrale chaque fois qu'on parle de cette notion de kiblou, ils ont reçu. Très bien. Donc ils ont reçu, et donc le premier va nous donner un enseignement. Yossi ben Yoézer Omer, donc c'est le premier, il dit quoi? Yehi betra bet va'ad la chachamim. Alors, on va traduire, et après on va essayer d'expliquer. Traduction littérale. Yehi betra, que ta maison soit, bet va'ad, un lieu de va'ad, de rassemblement, la chachamim, pour les sages. Ok. Veheve mit abek bafar raglehem. Là, c'est beaucoup plus surprenant. Et littéralement, colle-toi à la poussière de leurs pieds. Alors là, de quoi il s'agit? Et bois avec avidité leurs paroles. Ce qui est intéressant ici, c'est que, en effet, ce premier enseignant se focalise sur la relation que nous devons d'avoir avec l'univers des Chachamim, l'univers des sages. Alors, avant de rentrer un petit peu dans l'explication de texte, qu'est-ce que cette Mishnah est en train de nous apprendre? On va d'abord s'arrêter sur la définition de c'est quoi les Chachamim. C'est quoi les sages? Parce que c'est un terme qui est très vaste. Tout d'abord, rappelons-nous que dans la tradition juive, on ne parle pas du Chacham, on parle de manière générale du Talmid Chacham. Talmid, c'est un élève, Chacham, qui est sage. C'est intéressant de voir que, alors bien sûr, dans certaines cultures, on va dire c'est un Chacham, c'est le Chacham, ce qui est très bien. Mais de manière générale, on nous parle des Talmidei Chachamim. D'ailleurs, il y a un texte qui est très connu qui nous dit Talmidei Chachamim marbim shalom baolam. Les Talmidei Chachamim développent la paix dans l'univers. Talmid, c'est un élève. Et on a ici donc une première notion qui est extrêmement importante. Quelle est cette notion? C'est de se rappeler la chose suivante. C'est que lorsque dans la Torah, on parle d'un sage, on parle d'un enseignant, on parle d'un maître, eh bien, pour nous, il n'a de valeur que parce que justement nous savons qu'il se considère lui-même encore en tant qu'élève. C'est-à-dire, il fait à la fois référence à ses maîtres, ça c'est quelque chose de fondamental, et en même temps, il se sent comme étant quelqu'un qui est à l'image d'un élève, c'est-à-dire qu'il doit toujours apprendre. Et donc, il est comme les autres. Les autres aussi apprennent. Si ce n'est que lui apprend mieux, apprend plus. Donc, c'est déjà le premier point pour bien comprendre. Vous savez, dans la tradition juive, le Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui, justement, parce qu'il se voit comme toujours élève, est totalement accessible. La grandeur des maîtres, c'est leur accessibilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme vous et moi, si ce n'est qu'ils ont plus de sagesse. Évidemment, parfois, techniquement parlant, il est difficile d'accéder à certains grands maîtres parce que beaucoup de monde va leur parler. Mais quand vous allez dans le monde des yeshivot, eh bien vous verrez que
les très grands maîtres sont totalement abordables, sans aucun problème. Ils ne sont pas dans leur tour d'ivoire, déconnectés du monde, qui viennent, qui donnent leur enseignement, qui se lèvent et qui partent. Ils sont en lien. Pourquoi? Parce que ce sont des talmidei chachamim. Parce qu'ils sont eux aussi élèves et ils se voient comme élèves. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le lien existe. Ça, c'est un point qui est extrêmement important à avoir clair dans sa tête. Alors, on va reprendre cette Mishnah. La Mishnah nous dit Yehi betra bet va'ad la chachamim. Que ta maison soit une maison va'ad de réunion pour les chachamim. Alors, la première lecture qu'on pourrait faire, évidemment, c'est propose ton appartement pour que les chachamim puissent se rassembler, parler, discuter. Why not? Pourquoi pas? Évidemment que c'est dans le domaine du possible. Mais on va essayer d'avoir d'autres lectures. Bet vad la chachamim, c'est quoi? C'est le Bet Hamidrash. Le Bet Hamidrash, c'est la maison d'études. Et on nous dit, Yehi betra bet vad la chachamim, que tu considères ta maison comme un Bet Hamidrash, c'est-à-dire que tu vois dans l'univers de ton quotidien un lieu dans lequel tu te dois d'étudier. Évidemment, on se doit de sortir de chez soi pour aller étudier au Bet Hamidrash. Mais Yibetra Bet Vad la Chachamim, c'est-à-dire, sache que la Torah doit être présente dans ton univers. Elle doit être là à tes côtés à chaque moment. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a tous de manière générale des bibliothèques chez nous. Pour certains, ça va être des livres en français et en anglais parce qu'ils ne maîtrisent pas encore totalement l'hébreu. Mais la maison, c'est un lieu d'étude. Yibetra Bet Vad la Chachamim. Ça, c'est le premier point. Second point, c'est que Bet Vad la Chachamim, c'est faire en telle sorte que, de par le fait que, de manière générale, on peut avoir malheureusement tendance à ne pas trop apprécier les sages d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils nous interpellent souvent, parce qu'ils nous disent des choses qui nous remettent en cause. La Mishnah dit Yehi betra bet vad la chachamim. Fais l'effort justement de les faire rentrer chez toi, soit de manière très concrète, soit à travers leur enseignement. C'est-à-dire, n'aie pas peur de te laisser bouleverser par les paroles des sages d'Israël. Et la dimension bouleversante de leurs paroles, elle se situe où? Dans la manière dont tu vas organiser ta maison. Betra bet vad la chachamim. Que ta maison soit le lieu dans lequel les maîtres sont en train de parler, de se réunir. De manière générale, ça ne sera pas là de manière technique, mais que leurs paroles soient présentes chez toi. C'est-à-dire que ce que pensent les chachamim, leur vision du monde, ce qu'ils te proposent à travers la Torah, que ça soit quelque chose qui soit présent dans ta vie, chez toi, à la maison. Et on revient toujours à cette notion que vous connaissez parfaitement, qui est que pour la Torah, il ne peut pas y avoir deux univers. Pour la Torah, il n'y a pas l'univers de la synagogue, l'univers du lieu d'étude, et puis à côté de cela, il va y avoir voilà, la maison, le quotidien, le reste. Betra, ta maison, bet va'ad la chachamim, qu'il soit là, qu'il soit présent. J'aimerais développer cela un petit peu plus. Bet va'ad la chachamim, c'est être capable aussi d'aller poser des questions à des maîtres sur la manière dont on doit penser et organiser son existence. Alors il faut bien comprendre une chose, et je vais ici m'arrêter un tout petit peu sur cette idée. Rav Wolbe, dans le Haléchour, entre autres, et il n'y a pas que lui, explique ce que veut dire interroger un maître par rapport à sa propre vie. Il dit clairement que nous n'allons pas interroger un maître pour lui demander de penser à notre place. En ce qui concerne des lois techniques, la casserole de lait dans laquelle est tombé un morceau de viande, oui, en effet, on va demander à un maître qu'est-ce qu'on doit faire, parce que parfois on ignore. Sur les lois techniques, eh bien, nous allons leur poser la question. Mais il y a énormément de choses sur lesquelles, eh bien,
on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on doit agir. Rav Wolbe dit qu'on soit bien clair. Tu ne dois pas aller chez les Chachamim et les faire rentrer chez toi en leur disant « Voilà, si ça ne vous dérange pas, j'ai un problème, je vous demande de réfléchir à ma place et de prendre la décision à ma place. » Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une manière, de fuir ses responsabilités, et surtout de se donner la liberté d'incriminer les maîtres si ça ne marche pas comme on aurait pensé. Et puis surtout, ça nous amène à ne pas prendre le temps de réfléchir par nous-mêmes. Rav Wolbe explique et dit que lorsque l'on va poser une question à un maître, et je vais vous donner un ou deux exemples, on se doit d'abord de réfléchir par nous-mêmes comment nous voyons les choses, de trouver une solution par nous-mêmes. Une fois que l'on pense être arrivé à la solution, une fois qu'on est arrivé à cette conclusion dans laquelle on se dit « Bon, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire », à ce moment-là, va voir ton maître. Et ton maître va peut-être t'ouvrir à travers une question, à voir quelque chose que tu n'as pas vu, ou alors va te montrer qu'il y a eu peut-être une dimension extrêmement subjective dans ta manière de vouloir réfléchir. Mais si tu as essayé d'être le plus honnête qui soit dans ta réflexion, il y a de fortes chances que la parole du maître retrouve ce que tu as pensé, ou en tout cas, ne soit pas loin de cela. Un maître à qui on pose une question est là pour nous amener à réfléchir, à nous interpeller et surtout, à nous amener à voir les choses parfois avec une perspective totalement différente et nous amener à apprendre, pardonnez-moi, à penser différemment un certain nombre de choses. Alors, je pourrais vous raconter plusieurs histoires, je vais m'arrêter sur une. C'est une histoire qui est très particulière parce que elle nous ouvre à un maître qui était incroyable, qui s'appelait le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, qui a vécu jusque dans les années 10, je crois qu'il est parti de ce monde en 33 ou en 36. Le Chafetz Chaim était un maître parmi les maîtres, c'est celui qui a eu un savoir colossal, qui a écrit le Mishnah Berurah, c'est celui aussi qui a beaucoup travaillé sur les lois de la médisance. Un petit homme, pas très grand, mais il est un géant absolu. Le Chafetz Chaim était Cohen, et évidemment c'est quelqu'un qui était dans une autre dimension. D'ailleurs, le Chafetz Chaim, dans les années 30, lorsque la peste brune a commencé à se mettre en place en Allemagne, eh bien, certains élèves lui ont demandé qu'est-ce qu'il pensait de cela. Il a dit « J'ai bien peur que ce qui va se passer dans une dizaine d'années, ce que l'on vient de vivre dans la Première Guerre mondiale ne soit qu'un jeu d'enfant par rapport à ce qui a eu lieu. » Alors évidemment, ces élèves ont été bouleversés, ils lui ont dit « C'est quoi la solution ?» Et il leur a dit un verset qui est le verset suivant, il leur a cité un verset de la Torah disant, si Esav, l'ennemi juré du peuple d'Israël, vient vers le camp du peuple d'Israël et frappe une partie, l'autre partie pourra s'échapper. Ils vont lui dire, mais où sera cette partie qui sera rescapée ? Il leur a cité ce verset, Ubar Tzion Tiepelet Avaya Kodesh, c'est sur le mont Sion que seront les rescapés, de là tout repartira. Vision assez incroyable de ce maître qui percevait les choses. Alors, je vais raconter l'histoire suivante. Cette histoire, c'est une histoire vraie. C'est un homme qui était commerçant, qui gagnait très bien sa vie et qui, comme il avait de l'argent, évidemment, vous savez, dans la vie, il faut se poser toujours la question de pourquoi. Mais pas pourquoi en un mot. Pourquoi ? Souvent les gens, quand ils ont des difficultés, ils disent « Ah, mais pourquoi j'ai ça ?» Mais quand ils ont des choses qui fonctionnent bien, on ne se demande jamais pourquoi. Pourquoi ça marche ? Pourquoi mon couple va bien ? Pourquoi les enfants sont géniaux ? Regardez, imaginez quelqu'un. Il se lève le matin, son couple va bien. La relation avec ses enfants est très bonne. Le travail fonctionne comme il se doit. Est-ce qu'il se pose la question « Pourquoi ?» ça fonctionne de cette manière. Dieu m'a permis de me lever le matin sans angoisse de savoir comment je vais nourrir ma famille parce que ça fonctionne, sans stress par rapport à mon couple parce qu'il se passe très bien, et sans difficulté par rapport aux enfants parce que la relation est excellente. Donc quelque part, j'ai plein d'énergies qui ne sont pas obligées d'être utilisées pour pouvoir régler des problèmes,
et mettre de côté des angoisses. Je vais les utiliser à quoi? À regarder BFM. Pourquoi j'ai réussi dans le business? Pour faire quoi? Pourquoi tu disposes de telle et telle capacité? Et donc ce commerçant savait quelles sont les questions qu'on doit se poser. Il s'est dit, pourquoi ça marche? C'est que pour que je puisse aider les autres, et il a décidé de créer ce que l'on appelle un fonds de prêt sans intérêt, qui est une des mitzvot les plus importantes de la Torah, prêter à des gens sans intérêt. Pourquoi? Puisque la Torah nous dit, quand tu verras ton frère qui est en train de trébucher, vechezak tabo, tu dois le maintenir, prêter à quelqu'un, c'est lui permettre justement de rester indépendant. Le Talmud nous dit que lorsque l'âne est au sol, il faut généralement 4-5 personnes pour le soulever. Quand la charge qui est sur l'âne commence à bouger un petit peu à droite à gauche, il suffit qu'une personne arrive, mette la main et stabilise les choses. Et donc prêter, c'est quelque chose de très important pour permettre à quelqu'un de rester indépendant et de passer parfois des moments un peu difficiles pour pouvoir par la suite garder son indépendance. Donc il a décidé de faire une caisse de prêt. Et ce genre de choses, vous savez, ça marche très bien. Ça marche très bien, il y a de plus en plus de personnes qui viennent, ils viennent. Et ça lui prend de plus en plus de temps, et ses affaires ne périclitent pas évidemment, mais bon, il n'a plus le temps de s'y consacrer de la même manière. Un jour, son épouse lui dit, maintenant je ne comprends pas, regarde, tu passes maintenant énormément de temps à cette caisse, et le travail, tu as peut-être vraiment le temps, est-ce que vraiment... Il lui dit, écoute, je vais aller poser la question au Chafetz Chaim. C'est-à-dire là, il s'est retrouvé dans une situation dans laquelle l'argument de sa femme est bon. Il est bon. C'est vrai. Est-ce que tu dois faire tout ce bien au détriment de ta propre histoire? Alors évidemment, il ne devenait pas pauvre pour autant, mais... Et lui ne sait pas. Parce que les deux idées sont bonnes. Soit de continuer et dire, j'assume. Soit de dire, non, il ne faut pas exagérer, je ralentis cette activité, et puis voilà. Il est parti voir le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, à ce moment-là, était dans une ville où il y avait une grande réunion. Le Chafetz Chaim était un homme déjà très âgé. Cet homme arrive, va dans cette pièce où le Chafetz Chaim est présent. Le Chafetz Chaim est en train de manger. Il est là, il attend de pouvoir lui poser sa question. Et l'histoire se passe de la manière suivante, c'est une histoire vraie. Le Chafetz Chaim avait la coutume de dire, comme certains d'ailleurs ont l'habitude, de dire un psaume à table. Mizmor le David, Hashem roi lo ersar, psaume pour David, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit ce psaume, et puis à un moment il arrive à un verset qui dit Ach tov vachesed yirdefuni kol yomei chayai, veshavti bevet Hashem leorech yamim. Traduction de ce verset. Ach, que seulement, tov, le bien, vachesed, et la bonté, yirdefuni kol yomei chayai, me poursuivent toute mon existence. Le Chafetz Chaim s'arrête et pose la question à voix haute. Il dit, mais c'est curieux. C'est quoi cette phrase? David Amelech, le roi David, dit que le bien et la bonté me poursuivent. Mais c'est pas ça qu'on aurait dû mettre. On aurait dû mettre que je poursuive toute ma vie le bien et la bonté. Mais pas que le bien et la bonté me poursuivent. Le Chafetz Chaim, lorsqu'il posait des questions à voix haute, ce n'était pas pour que les autres lui donnent des réponses, mais c'est parce qu'il avait un message à leur passer. Le Chafetz Chaim dit, voilà, il faut savoir que dans la vie, un individu sera toujours poursuivi par quelque chose. Il aura toujours des difficultés. Un problème de plomberie, un problème de nounou, un problème de ceci, un problème de cela, qui va créer chez lui des stress, des obligations de courir, des réorganisations. David Amelech dit que ce soit les actes de bonté que je fasse, que je vais faire, qui me poursuivent, qui soient à l'origine de mes difficultés. Puisque de toute façon, dit David Amelech, tu vas devoir courir, tu vas devoir te réorganiser, tu vas devoir gérer des situations. David Amelech dit Hachem, fais que ces courses que je devrais faire, eh bien elles soient générées par un univers de bonté dans lequel je déciderai d'aller.
et non pas par d'autres choses, beaucoup plus, allez, comment est-ce que je vais dire, beaucoup plus basiques, un petit peu pas très intéressantes, quoi. Cet homme, bien sûr, entend cette phrase, et a compris qu'il n'avait plus besoin de poser sa question, il avait la réponse. Il repart chez lui. Poser une question à un maître, c'est cela. C'est-à-dire face parfois à un dilemme, quand vraiment on ne sait pas quoi faire, on ne lui demandera pas de prendre une décision à notre place, mais le maître va nous éclairer. Il va nous permettre de nous ouvrir à quelque chose que nous ne voyons pas. Et à partir de cela, eh bien, d'agir différemment. Quand je dis agir différemment de ce que nous aurions peut-être pensé faire, parce qu'il a ce que l'on appelle aussi Da'at Torah, et je vais m'arrêter aussi un instant là-dessus. Da'at Torah, c'est quoi? Eh bien, Da'at Torah, c'est lorsqu'un homme s'est profondément nourri de Torah, dans tous les domaines. Pas juste dans la dimension intellectuelle, mais que cette Torah transforme ce qu'il est en profondeur dans tous ses modèles de fonctionnement. Sa manière de réfléchir, c'est une manière de réfléchir Torah. Il a une vision Torah de l'existence. Da'at Torah, c'est en effet savoir qu'il y a des maîtres, qui sont des géants, qui sont des personnes qui sont d'une intelligence prodigieuse et d'une accessibilité incroyable, qui sont là au service du clan d'Israël, qui sont là pour aider, pour prier, et vers lesquels on peut se tourner, et qui vont réfléchir avec nous, pour nous montrer quelles sont les perspectives que l'on peut avoir face à une situation, et comment nous devons agir, et comment nous devons voir les choses. Ça, c'est donc le point de départ. Betra bedvad chachamim, que ta maison soit le lieu de rassemblement des chachamim, c'est-à-dire que la parole des chachamim fasse partie de ta vie, qu'elle soit présente et qu'elle te permette en effet de t'interroger et de t'amener à prendre des décisions qui soient les plus justes possibles. Vous savez, moi j'ai toujours été extrêmement impressionné de me retrouver face à certaines personnes qui à l'époque, aujourd'hui elles le sont plus, n'étaient pas vraiment pratiquantes, mais qui n'hésitaient pas à poser des questions sur des modèles de fonctionnement qu'elles devaient avoir dans leurs affaires. Est-ce que je peux licencier telle personne qui a fait ça? Pourtant, cette personne-là fait ceci, ceci, cela, mais d'un autre côté, le pauvre, ceci, 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 cela. J'ai toujours trouvé ça admirable, de voir que on n'a pas peur d'interroger la Torah. Suite. Veheve mitavek be'afar raglehem. Alors, il y a marqué Eve mitavek, soit en train de te coller à la poussière de leurs pieds. C'est quoi cette histoire? C'est quoi la poussière des pieds? La poussière, c'est-à-dire les lieux que l'on foule, la poussière, c'est pas grand-chose. La poussière, c'est quelque chose qu'a priori on... Je ne vais pas dire qu'on méprise, mais enfin, ça n'a pas beaucoup de valeur. On nous dit, sache, t'intéresser au moindre détail de la manière dont fonctionnent les chachamim, car tu as à apprendre beaucoup d'eux dans leur manière d'être. C'est-à-dire que Afar Aglehem, c'est les lieux dans lesquels ils vont, les univers qu'ils traversent, c'est-à-dire leur manière d'être au quotidien. Et d'ailleurs, c'est à ce sujet-là où on nous dit Shimusha Yoter Midimuda, que fréquenter un chacham, entre guillemets le servir, eh bien, a plus de valeur parfois, a plus de valeur que juste ce que l'on entend de lui au niveau d'un enseignement pur. Parce que l'observation que l'on a du chacham nous révèle comment l'on doit fonctionner dans la vie. Et je vais vous donner un exemple. Il y en a plein des exemples, mais je vais vous en donner un. Il y avait un maître qui s'appelait le Rav de Brisk, un très grand maître. Quelqu'un qui était extrêmement méticuleux
Je vous en racontais deux d'ailleurs des histoires. Un sur Après-mi Brisk et l'autre sur un de ses descendants. Après-mi Brisk était un génie. Un homme qui a développé l'étude de la Torah de manière assez incroyable. Il a eu une approche intellectuelle très intéressante et ça a continué jusqu'à aujourd'hui puisqu'il y a donc des générations. Après-mi Brisk était quelqu'un qui était très très vigilant sur le respect de la loi. Ça veut dire qu'il était sans arrêt, entre guillemets bien sûr, c'était pas obsessionnel, en train d'être sûr qu'il faisait les choses exactement comme ils se doivent. C'était quelqu'un qui était très très méticuleux dans l'application de la halakha, dans l'application de la loi, dans les lois du Shabbat, dans les lois de la Kashrut, dans les lois de Pessah, dans tout. Et puis un jour on voit et on constate qu'Après-mi Brisk invite chez lui le Shabbat, vous savez qui? Des filles mères. C'est-à-dire des jeunes femmes qui habitaient la ville de Brisk et qui, bon, n'avaient peut-être pas une conduite très très, n'est-ce pas? Puisque elles étaient mamans sans être mariées. Alors évidemment, quand on observe ça, on dit ouah, mais je comprends pas, le rave et tout, des gens de c'est honteux. Après-mi Brisk, quand quelqu'un a osé lui dire, il a dit je comprends pas. Si je suis méticuleux dans les lois qui concernent la relation à Dieu, je me dois d'être méticuleux de la même manière dans tout ce qui a trait aux lois dans la relation à l'autre. Il faudrait que vous me montriez dans quel livre il est marqué qu'une femme qui à un moment a pu avoir une forme d'inconduite n'a pas le droit d'être invitée Shabbat. C'est marqué où? Elle est seule. Donc je nous dois, lui et sa famille, de l'inviter. Ça, c'est ce que l'on appelle Avak Reglehem, vois comment il fonctionne. Une autre histoire, et je conclurai avec cette seconde histoire, avec le Briskerov, c'est un peu plus loin. Le Briskerov était en Israël et lui, chaque année, à l'occasion de la fête de Sukkot, il aimait bien avoir un etrog, vous savez ce cédra que l'on utilise, qui venait du Maroc. Donc il y en avait en Israël, mais voilà, comme c'est une forme de tradition familiale. Le problème, c'est que faire venir dans les années 50 des cédras du Maroc en Israël, c'est un peu compliqué, parce qu'il y avait des douanes, etc. et tout. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, avant la fête de Sukkot, il apprend qu'on lui a bien envoyé un etrog du Maroc, mais qu'il est bloqué à la douane, à Haïfa, au port, que sais-je. Alors il essaye par tous les moyens de délivrer son etrog, il n'y arrive pas. Pendant la fête, il retente à nouveau à droite, à gauche, il est un peu préoccupé par ça. Pourquoi? Parce qu'il a cette habitude, il a envie. Et puis la fête se termine et il n'a pas réussi. Et ses élèves constatent qu'il est dans un état de sérénité absolue, alors qu'avant il était un peu préoccupé. Alors les élèves ne comprennent pas, il leur dit, mais tant qu'on pouvait le faire, il fallait s'en préoccuper. Maintenant que c'est trop tard, eh bien ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui n'a pas pu être, eh bien tant pis, ça n'aura pas pu être. C'est-à-dire, il n'y avait pas chez lui cette angoisse, ce regret, ce que vous voulez. C'est ici deux exemples de Heve Mitabek Bafaraglem Shelahem, de savoir en effet comment être près de leur poussière, c'est-à-dire d'observer les Chachamim dans leur modèle de fonctionnement au quotidien et d'apprendre des leçons de vie. On n'a pas fini cette Mishnah. Bezrat Hashem, demain on continuera à l'expliquer. Je nous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit. Que tous les malades guérissent le plus rapidement possible. Que tout le monde reste en excellente santé, qu'on n'ait que d'excellentes nouvelles Bezrat Hashem. Laïla Tov à tout le monde et Bezrat Hashem. À demain. Kol Tov.